Annie Genevard, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes députée Les Républicains du Doubs. Élodie Jacquier-Laforge, bonjour. Bonjour. Députée MoDem de l'Isère. Marie Lebec, bienvenue. Bonjour. Vous êtes députée La République En Marche des Yvelines. Et Mathilde Panot, bonjour. Vous êtes députée La France Insoumise du Val-de-Marne. Alors cette élection vient d'avoir lieu. Marie Lebec, pour la majorité, il y a 2 tours en principe. Vous pensez que ce sera nécessaire ou pas ? On verra bien les résultats, je ne vais pas préjuger. C'est vrai que chez nous, c'est passé quand on a voté en interne du premier tour, donc on verra ce qu'il adviendra là, cette fois. Vous avez voté. Est-ce que vous pouvez nous dire pour qui vous avez voté ? Oui, bien sûr. Moi, j'ai assez logiquement d'ailleurs renouvelé mon vote que j'avais fait à Richard Ferrand à l'occasion des journées parlementaires à Tours. Voilà, donc j'espère que ça va passer pour Richard Ferrand. C'est vrai que le fait qu'on soit majoritaire, ça permet toujours de donner une assise un peu plus importante, mais on verra bien ce qui se passe, puisqu'il y a quand même 5 candidats en lice. Donc 2 sur le plateau d'ailleurs. Il y a eu un vote interne chez vous pour désigner Richard Ferrand. Il y avait 29% des voix pour Barbara Pompili. Est-ce qu'on peut imaginer que certains députés La République En Marche n'aient pas voté pour Richard Ferrand aujourd'hui ? Je pense que si on organise une élection, c'est quand même pour qu'il y ait le respect du principe de la liberté de vote. Donc, si certains n'étaient pas satisfaits du nom de Richard, ils avaient toujours la possibilité de choisir parmi les 5 candidats. Mais on verra au dépouillement ce qu'il en est. Annie Genevard, vous étiez candidate, vous êtes candidate pour le perchoir pour les Républicains. Vous avez donc déposé un bulletin Annie Genevard dans l'urne, j'imagine. Est-ce que vous attendez à être élue ou est-ce que vous pensez que cette élection est déjà faite ? Le premier tour est inaccessible. S'il y a un deuxième tour, évidemment, on peut toujours formuler des espoirs. Il y a un fait majoritaire qui s'impose, Madame Lebec l'a rappelé. Néanmoins, une élection reste une élection. Et tant que le scrutin n'est pas dépouillé et connu, eh bien, il faut se garder de toute interprétation et de tout triomphalisme, ce dont les députés de La République En Marche, d'ailleurs, se gardent bien. Voilà. Bon. Quel était le sens de votre candidature ? Alors, le sens de ma candidature, il est assez précis. D'abord, je pense qu'il n'aurait pas été sain pour la démocratie qu'il n'y ait qu'un seul candidat, au motif que les députés La République En Marche étaient les plus nombreux. Je pense que les Républicains ne se sont jamais dérobés aux enjeux qu'ils considèrent importants, et c'en est un. Et puis aussi parce que cette candidature, elle permet de rappeler le sens que nous donnons dans nos institutions à l'Assemblée nationale. C'est véritablement dans l'indépendance des différents pouvoirs que se situe le cœur de notre démocratie. Et on est là aussi pour rappeler que le respect des institutions, c'est le respect du Parlement. Il y a eu dans le passé de grands présidents de l'Assemblée nationale, comme Philippe Séguin ou Jean-Louis Debré, qui, même sous des gouvernements amis, ont su, de temps à autre, pousser un coup de gueule, si vous me permettez l'expression, exprimer leur opinion, voire s'opposer au gouvernement. Je crois que c'est l'honneur du Parlement, un Parlement puissant et respecté. C'est bon pour la démocratie, et c'est aussi ce que je voulais dire à travers ma candidature. Mathilde Panot, vous étiez vous-même candidate aussi pour la France Insoumise, avec une candidature que vous vouliez porter, différente de celle de Richard Ferrand, bien sûr. Bien sûr, je pense qu'effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur le fait que dans une élection, il est important qu'il y ait différents candidats. Nous faisions à la fois une candidature pour défendre le rôle du Parlement qui a été quand même largement écrasé et aux ordres d'un gouvernement dans cette dernière année. Nous en avons eu beaucoup d'exemples. Et puis, nous sommes la première force d'opposition au Parlement, une force de proposition aussi. Annie Genevard n'est pas d'accord avec C'est ce qui ressort énormément de sondages, vous savez, beaucoup de Français et alors Françaises. que nous avons tous les c'est ce qui est ressenti comme tel. à l'écran. Et je pense qu'il était important aussi d'avoir des candidatures de femmes, non pas pour nous ramener à nos rôles de femmes, mais parce que il est extrêmement important de se rappeler que nous avons un problème de féminisation de la vie politique en général, que dans les 4 premiers personnages de l'État, nous n'avons que des hommes, qu'Emmanuel Macron, lorsqu'il était candidat, avait dit qu'il aurait une première ministre, il a eu un premier ministre, que nous avons donc un président de l'Assemblée nationale et probablement, malheureusement, encore un président de l'Assemblée nationale, et qu'il est temps que cette situation change. C'est extrêmement important qu'en France, en 2018, on puisse avoir des femmes au plus haut poste de l'État.
l'État. Alors, je vais vous laisser répondre, Marie Lebec, dans un instant. Mais avant cela, Élodie Jacquier-Laforge, vous avez présenté pour le MoDem une candidature, celle de Marc Fesneau, l'actuel président du groupe MoDem. Ça veut dire que vous n'étiez pas satisfaite de la candidature de Richard Ferrand, alors qu'il y a 16 mois, il n'y avait pas de candidat MoDem. Alors, il y a quand même eu 16 mois entre, effectivement, la première élection et aujourd'hui. C'est pas une candidature, hein, ça a été rappelé par nombre de mes collègues, contre Richard Ferrand. C'est vraiment une candidature qui est importante pour nous, parce qu'on porte, effectivement, la rénovation de l'Assemblée nationale au sein de l'Assemblée, donc le dialogue effectivement avec notre partenaire de la majorité. Je pense d'ailleurs que plus le MoDem sera fort et plus la majorité dans son ensemble sera fort. Je pense qu'effectivement, on a travaillé pendant 15 mois, on a déposé des amendements, on a fait des propositions, et c'est vrai que pour nous, et de façon vraiment unanime, collective, nous avons décidé de porter la candidature de Marc Fesneau, qui est effectivement notre président de groupe, et de façon très sereine et très constructive, et je dirais même aussi bienveillante. Et il ne s'agit absolument pas de rentrer, voilà, comme ce qui a pu être dit par certains journalistes, comme dans. Vous êtes d'accord avec ce qui se dit sur le plateau, Annie Genevard, Mathilde Panot, tout ça? Je vous laisse terminer. Juste finir, parce que ça a été, je l'ai lu dans plusieurs articles. Si c'était une fronde, c'est qu'on est, voilà, on serait pas d'accord. Sauf qu'on est d'accord et on veut faire réussir la majorité. Annie Genevard. Bon, je souris parce que s'il n'y avait pas eu la déclaration tempétueuse de Jean-Louis Bourlanges, ma chère collègue, on pourrait accréditer vos propos, mais quand même, on sent bien que c'est un mouvement d'humeur d'un groupe supplétif, parce que la majorité n'a pas besoin de vous pour exister, et elle vous en a donné, elle vous en a administré la preuve à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, je vous garantis que si d'aventure il y avait un deuxième tour, tout votre groupe se rangera docilement derrière la candidature de Richard Ferrand. Donc, ça, c'est votre analyse. Uniquement, vous vous partagez ce que vous pensez, et c'est très très bien. Sauf qu'effectivement, on a eu une réunion de groupe qui a duré 3 heures, et que effectivement, il y a eu le communiqué de presse qui a été fait par Jean-Louis Bourlanges. Ça, bien évidemment, ça c'est évident. Mais il y a une vraie volonté collective et unanime de soutenir cette candidature. Alors Marie Lebec, vous allez nous quitter dans quelques instants. Je vous donne la parole. Est-ce que vous entendez ce cri du MoDem quand même? Moi, je suis pas. Je veux dire, j'ai lu la tribune de Jean-Louis Bourlanges. Après, je trouve ça très bien qu'il y ait un candidat pour le MoDem. Après tout, c'est aussi intéressant qu'il y ait des candidatures qui soient différentes. Le MoDem, c'est un partenaire. Ça ne veut pas dire qu'il doit être sous la coupe de La République En Marche. C'est très bien que le MoDem puisse aussi présenter son candidat. Moi, je suis pas favorable à ce qu'il y ait une élection interne MoDem-LREM, parce que finalement, ça tuerait presque la candidature du MoDem dans l'œuf, puisque effectivement, quoi qu'il arrive, dans notre partenariat, nous sommes majoritaires. Donc c'est bien, comme ça, il peut aussi porter les idées du MoDem. Par contre, j'ai trouvé que voilà, peut-être on oublie aussi qu'au gouvernement, il y a quand même 2 ministres MoDem. Il y a Jean-Noël Barrot en ce moment qui est rapporteur sur le projet de loi Pacte avec moi. Donc, il y a 2 ministres, il y a Geneviève Darrieussecq et il y a Jacqueline Gourault qui sont ministres auprès de ministres. Est-ce que vous trouvez que c'est suffisant comme représentation gouvernementale? Est-ce qu'au MoDem, on trouve que c'est suffisant aussi? En tout cas, nous, parce que je vais parler de ce qui nous concerne à l'Assemblée. C'est vrai qu'on on a un travail qui est fait dans les commissions, que c'est vrai que voilà, vous voulez plus participer éventuellement oui, mais à cette co-construction, justement à la réussite de la majorité. Il ne s'agit pas de faire un mouvement d'humeur ou, comme l'a dit Madame Genevard, comme voilà, on n'est pas content, on se fâche et on se rebiffe. C'est pas ça. C'est vraiment de dire à un moment donné, voilà, ça fait 15 mois qu'on travaille. Aujourd'hui, on ne sont pas suffisamment entendus, Marie Lebec, c'est ce qu'on entend. Et ce qu'on peut apporter, justement, comme le deuxième pilier de la majorité. Je crois que Richard Ferrand, et ce sera pareil entre les oppositions et avec notre partenariat avec le MoDem, c'est d'ailleurs engagé justement à essayer de faire davantage vivre les oppositions, mais, et le MoDem aussi à ce titre. Mais je pense que voilà, il ne faut pas faire de mauvais procès. Moi, je trouve que c'est très bien. Il faut aussi qu'il y ait la démocratie qui puisse vivre au sein du MoDem. Ils sont représentés, ils portent une voix. Ils peuvent, même si on est d'accord sur l'ensemble des choses, on peut avoir des candidats différents parce qu'ils n'ont pas la même vision, pas la même approche, pas la même volonté de réformer la même approche dans la réforme de l'Assemblée nationale. Mais est-ce que vous trouvez qu'il faudrait faire un petit peu plus de place au MoDem dans la construction des textes, pour amender les textes? Le bon mot de ma collègue Sophie Baudouin-Hébert, on a fait une réunion tout à l'heure de la Commission des affaires économiques, qui disait, c'est comme on parlait de la place des femmes, les femmes ou le MoDem, il n'y a pas de quota, je veux dire, il n'y a que des quotas laitiers. Donc à un moment, il faut arrêter de parler de quotas pour les choses.
Mathilde Panot. Sur le plateau. Non, mais là, il faut rappeler quand même que la tradition d'une majorité parlementaire, c'est qu'elle présente un candidat et que voilà, et qu'il y ait un accord sur ce candidat-là, qui aurait pu être Richard Ferrand. Donc moi, j'entends la discussion aimable qui s'engage autour. Il n'empêche que des voix s'élèvent ces derniers temps pour dire qu'il y a des problèmes autour de la liberté de parole dans les groupes en général majoritaires, enfin dans le groupe La République En Marche surtout. Et donc il y a aussi tout ce système qui voulait faire peau neuve, qui disait qu'ils allaient renouveler la politique, etc., qui se retrouve, enfin quand même, il faut rappeler ça, avec une image désastreuse. Je veux dire, vous avez Richard Ferrand, qui est quand même le vieux politique de la Ve République, qui va se retrouver au perchoir, qui a dit qu'il ne démissionnerait pas de son poste s'il était mis en examen. Enfin, je veux dire, on est quand même sur le vieux monde, mais vraiment, on peut pas faire mieux en termes d'image. Donc c'est quand même quelque chose qui pose problème. Ça manque pas de renouvellement, Marie Lebec, l'élection de Richard Ferrand? On peut toujours, si on prend juste les deux candidats qui étaient favoris, que ce soit Richard Ferrand ou Barbara Pompili, c'était tous les deux des personnes qui avaient été élues précédemment. Barbara Pompili, elle avait été aussi à la tête d'un groupe avant, secrétaire d'État. Donc, je veux dire, on n'est pas dans une discussion vieux monde, ancien monde. Il faut arrêter de rejeter. On est dans une logique de complémentarité. Il y a effectivement une expérience. Moi, je pense malgré tout que on parle quand même de la nomination du 4e personnage de l'État. Je pense que l'expérience est quand même toujours. Oui, non, mais pardon, nomination ou élection, c'est la question que vous posez, Annie Genevard. L'élection. Non, mais d'accord, mais on parle de l'élection. Non, mais ok, mais on parle de l'élection du 4e personnage de l'État. On parle pas. Lapsus révélateur. Si vous voulez, mais on parle du 4e personnage de l'État. Donc je pense que quand même que l'expérience a un peu de vertu pour cette élection. Et par ailleurs, je veux dire, moi j'ai voté pour Richard. Je pense que Richard, il a les compétences pour gérer l'Assemblée nationale. Il l'a montré à plusieurs reprises au cours des débats qui ont animé ces 15 derniers mois. Donc voilà, je veux dire, au bout d'un moment, il faut arrêter cette opposition. C'est comme si on oppose les jeunes, les moins jeunes, les hommes, les femmes. Je veux dire, on peut aussi travailler en complémentarité. Marie Lebec, je vais vous remercier parce que je crois que vous devez quitter ce plateau. Députée La République En Marche des Yvelines, merci à vous d'être venu participer à ce débat. Et nous allons écouter Nicolas Dupont-Aignan qui a été interrogé tout à l'heure dans les couloirs et qui avait quelques critiques à formuler à l'égard de Richard Ferrand. On l'écoute. Richard Ferrand a été viré du gouvernement par Emmanuel Macron. Donc si je comprends bien, celui qui est viré du gouvernement par Emmanuel Macron serait digne d'être le président des députés? Non, mais de qui on se moque? Donc l'Assemblée nationale n'est pas la voie de garage du gouvernement. Donc je combattrai cette élection. Quel mépris pour l'Assemblée nationale. Donc si je comprends bien, M. Ferrand n'a pas les qualités pour être au gouvernement compte tenu de l'information judiciaire qui pèse sur lui, et il doit être président de l'Assemblée nationale? Alors il y a effectivement les affaires. Annie Genevard, est-ce que c'est un problème pour les Républicains, comme ça peut l'être pour Nicolas Dupont-Aignan en cas de victoire de Richard Ferrand? Alors, je ne le souhaite pas parce que ça affaiblirait l'Assemblée nationale, ce que je ne souhaite pas. Moi, je suis respectueuse des institutions, je crois en la présomption d'innocence. Nous avons suffisamment souffert de ce principe bafoué dans le passé, à droite, pour ne pas le respecter pour l'ensemble des formations politiques. Maintenant, le président de la République assume son risque. Il a pris son risque, il l'assume. Voilà, bon. Mais Élodie Jacquier-Laforge, est-ce qu'il peut quitter le gouvernement pour les affaires et être président de l'Assemblée nationale alors qu'il y a toujours cette affaire en cours, il y a une information judiciaire? Est-ce que l'un n'exclut pas l'autre ou... La preuve que non, puisqu'effectivement il est candidat à ce poste. C'est vrai que, et c'est pas spécifiquement le MoDem, hein, parce qu'on a tous discuté avec nos collègues et que ce soit de façon très très large. Voilà, la question effectivement se pose et c'est vrai que d'autant plus effectivement de par le MoDem et de voilà le démarrage du gouvernement avec François Bayrou, Marielle de Sarnez, et que effectivement ils sont sortis du gouvernement et que on voit bien aujourd'hui que la pression médiatique et je suis pas là en train de faire un procès des journalistes ou quoi que ce soit, mais il y a une pression médiatique telle que effectivement Madame Genevard vient de le rappeler pour des candidats ou d'autres personnalités politiques.
médiatique. On voit qu'à partir du moment où il y a une focalisation sur une personne avec effectivement des affaires qui sortent, des papiers qui sortent, on ne laisse pas le temps de l'instruction. C'est-à-dire qu'il y a le temps médiatique qui fait que la personne qui est visée se retrouve dans un tir croisé qui fait qu'effectivement... Sauf que là, il va sans doute accéder au perchoir, alors qu'effectivement, François Bayrou, Marielle de Sarnez ont dû quitter le gouvernement. Exactement, mais ça, Il y a une forme d'incohérence pour vous ? Il y a une forme de double mesure constante qui est insupportable à avoir. Et même en termes, là, la députée à côté de moi, Marie Lebec, parlait à l'instant de vertu. Mais quelle est l'image que l'on renvoie de l'Assemblée nationale lorsque le futur président de l'Assemblée dit « je ne démissionnerai pas même si je suis mis en examen, etc. » Alors c'est ce qu'il a dit dans Libération hier, Richard Ferrand. Exactement. Pour vous, en cas de mise en examen, effectivement, ça change les choses ? Mais on a un problème, en fait, c'est tout le problème de la Ve République qui est représenté par cette élection, en fait. C'est à la fois le fait qu'on a un Parlement qui a de moins en moins de pouvoir. Et d'ailleurs, il faut quand même se rappeler qu'aucune majorité parlementaire n'aurait accepté d'être à ce point foulée aux pieds et d'avoir aussi peu d'initiatives parlementaires que les législatures précédentes. On est quand même dans une assemblée qui a une telle majorité pléthorique et qui est vraiment en lien avec le gouvernement, aux ordres du gouvernement, qu'on en arrive dans un endroit où on n'écoute plus personne, ni les associations, ni les professionnels, ni l'opposition. Et ça, ce n'est pas supportable parce que nous sommes des élus du peuple et que nous devons pouvoir débattre dans des conditions qui sont sereines, avec du temps, et pas de voter des Annie Genevard, vous nous disiez que vous étiez attachée à la fait. présomption d'innocence, mais effectivement, comme le dit Mathilde Panot, en termes d'image pour l'Assemblée nationale, est-ce que c'est un problème ? C'est pour ça que je vous dis que le président de la République, en favorisant cette candidature, a pris son risque. Mais je crois profondément que le rôle du futur président ou de la future présidente va être de réconcilier les Français avec leur Parlement. Il y a un antiparlementarisme qui prospère. C'est très dangereux, c'est très inquiétant. Je pense que durant cette première année de législature, la majorité n'a pas donné le sentiment qu'elle laissait toute sa place à l'expression de la diversité des opinions. J'ai vu des comportements qui traduisent la méconnaissance de l'essence même du travail parlementaire. Quand on reproche à des parlementaires de déposer trop d'amendements, quand on considère qu'il faut réduire leur temps de parole, leur temps d'initiative, le temps d'examen du budget, c'est quand même ça qu'il y avait dans la réforme des institutions, la réforme constitutionnelle. C'était une atteinte sans précédent portée au Parlement. Alors, on va voir si Richard Ferrand assurera cette neutralité. On a vu sur l'affaire Benalla à quel point le Parlement a joué tout son rôle dans l'exigence du dévoilement de la vérité. Et c'est la raison pour laquelle on est inquiet, effectivement, et très préoccupé par la conception que le président de la République semble avoir du Parlement. Un Parlement mis sous tutelle, un Parlement aux ordres. Et le premier devoir du président sera de démontrer, de donner des assurances aux parlementaires qu'il est en capacité de parler du rôle éventuel de Richard Ferrand. S'il est mis en examen, est-ce que pour vous, il devrait quitter le perchoir ? Alors, c'est une jurisprudence. Jurisprudence pour le gouvernement. C'est une jurisprudence que le gouvernement s'est appliquée à lui-même. Donc, il va devoir gérer cette Est-ce que ça doit s'appliquer aussi pour le perchoir, la présidence de l'Assemblée nationale, selon vous ? Le futur président, le possible futur président s'est exprimé à ce sujet. Bon, il y a déjà eu une instruction en justice qui a été clôturée. Elle a été relancée. On va voir comment les choses évoluent. Mais moi, je vous l'ai dit, je pense qu'il y a une jurisprudence qui est démissionnée quand on est mis en examen, mais il y en a une plus importante. C'est la présomption d'innocence. Et lorsque la présomption d'innocence est bafouée, eh bien, j'estime que c'est très grave. Alors, cela étant, les parlementaires, les élus en général, tous les élus, doivent donner aux Français l'exemple même de la rigueur, de l'exemplarité, de la probité. Ça, c'est une obligation absolue. Donc voilà, il y a l'image, mais il y a la réalité judiciaire. Moi, je suis très attachée à la présomption d'innocence. Et je pense que depuis des années, cette présomption d'innocence est bafouée, est foulée aux pieds.
qu'on a jeté vraiment l'honneur d'hommes ou de femmes politiques à la vindicte populaire. Et lorsqu'il y a un non-lieu, personne n'en parle. Et c'est grave. Vous parliez du rôle du futur président. Élodie Jacquier-Laforge, est-ce que vous faites confiance à Richard Ferrand s'il est élu pour assurer cette neutralité et puis surtout pour donner un petit peu plus de poids au MoDem, puisque c'est aussi le sens de la candidature de Marc Fesneau. Moi, je voudrais quand même juste revenir sur le fait qu'on était engagé, et d'ailleurs je l'étais personnellement, notamment dans un groupe de travail sur le statut du député, mais il y avait les 7 groupes de travail sur la modification de l'Assemblée. J'espère vraiment que ces travaux-là, qui nous ont quand même mobilisés pendant un an, seront vraiment pris en compte et qu'on pourra vraiment avancer, parce que je pense que sur l'organisation de notre travail, pas juste uniquement pour nous, pour notre organisation personnelle, mais la façon dont on fait comprendre aux Français comment on travaille, à quoi sert un parlementaire, parce qu'effectivement, ça a été mentionné, il y a beaucoup d'antiparlementarisme et on y est tous confrontés au quotidien. Et je pense que c'est réellement essentiel de pouvoir être très transparent sur notre mode de fonctionnement, d'avoir un mode de fonctionnement aussi qui soit compréhensible, qui soit peut-être plus lisible pour nos concitoyens, parce qu'on est là pour ça. On est là pour voter des lois, pour faire des lois qui soient accessibles, et je pense que c'est vraiment le sujet principal. Après, je reviens à votre question. Effectivement, si la démocratie fonctionne, Richard Ferrand est élu, en tout cas, nous, on sera au groupe MoDem extrêmement vigilants, extrêmement mobilisés, déterminés, comme on l'est depuis notre élection, pour justement aller dans ce sens-là, renforcer les pouvoirs du Parlement. Parce que ça, Alors ça, c'est tout le travail qui avait été engagé par François de Rugy, qui avait fixé un cap et une ambition quand il est arrivé à ce poste. On va l'écouter, puis vous réagissez, Mathilde Panot. Ma candidature reposait sur un projet que j'ai publiquement exposé. Ce projet, c'est celui d'une Assemblée nationale plus démocratique, plus efficace, plus moderne. Une Assemblée plus démocratique, ce devra être en premier lieu une enceinte où on ne se contente pas de parler, mais où on apprend à s'écouter. Cet hémicycle ne doit donc pas être un lieu de provocation et d'anathème, un théâtre d'excès et de caricatures, mais bien au contraire de la sérénité, de la bienveillance, de l'esprit constructif et du respect dans les débats. L'Assemblée ne sera respectée que si elle est respectable dans ses comportements. Pour nos concitoyens, l'Assemblée est trop souvent le symbole de l'opacité, du secret et du règne de pratiques exceptionnelles ou dérogatoires. Il faut que notre institution entre pleinement dans la règle commune. Cette législature devra instaurer l'égalité entre les citoyens et les parlementaires. Retraite des parlementaires, protection sociale en fin de mandat, notes de frais, règles d'emploi et de statut des collaborateurs parlementaires, immunité parlementaire. Remettons tout sur la table et garantissons l'égalité et la transparence. Mathilde Panot, est-ce que François de Rugy a fait ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a été pour vous un bon président de l'Assemblée nationale? Non, mais c'est ça qui est incroyable quand même. C'est que quand je parlais de l'image de Richard Ferrand comme président de l'Assemblée nationale, nous avons quand même un gouvernement et un président qui ont commencé en disant nous allons agir sur la moralisation de la vie politique. Parce que moi, je suis d'accord avec le fait que l'antiparlementarisme est une pratique qui est une pratique dangereuse. Mais d'où vient-elle? Qui sont les pires antiparlementaires? Je pense que, par exemple, Emmanuel Macron ou Édouard Philippe avec son gouvernement, qui veulent, par exemple, réduire le nombre de parlementaires, c'est de l'antiparlementarisme. Lorsque vous avez quand même un Monsieur Ferrand qui arriverait à une présidence de l'Assemblée nationale avec ces casseroles-là, je suis pour la présomption d'innocence, mais à un moment, il n'y a rien qui a été fait pour réellement changer tout ça. On a accouché d'une souris en termes de moralisation de la vie politique. Et en fait, c'est cette question de confiance qui n'est pas restaurée. Et le problème, du coup, de cette moralisation de la vie politique, ils ont été élus dessus. Et en fait, ce sont les mêmes choses qui continuent, avec en plus ce qu'on voit, par exemple, avec les déclarations d'Alexandre Benalla aujourd'hui, qui montrent que le président et autour du président porte cet antiparlementarisme. Vous partagez ce qui est dit non-respect des lois par de manière Mathilde très Panot, forte. Annie Genevard, une moralisation finalement ratée? Moi, puisque on parle de la présidence de François de Rugy, je trouve que cette première année a été extrêmement difficile. Un président qui n'a jamais pu véritablement asseoir son autorité, qui s'en est pris publiquement aux députés,
alors qu'il est là pour défendre l'institution, il l'a à plusieurs reprises mise en cause. Je trouve que le bilan, il est vraiment très mauvais. Il y a quand même des chantiers qui ont été engagés. Oui, mais des Vous ne retenez chantiers... rien de bon dans ce qui a été fait. Mais les chantiers qui ont été engagés, c'est toujours plus de soupçons portés sur des comportements... La transparence, c'est plus de soupçons. Non, mais alors, la transparence, c'est bien, mais c'est un Moloch qui n'est jamais rassasié. Et la transparence conduit à jeter, mais vraiment à la vindicte populaire, des parlementaires qui seraient, si on n'était pas dans un régime de transparence, dans des comportements inacceptables. Et moi, je trouve que ce soupçon permanent, il résulte aussi de cette tyrannie de la transparence. Il faut de la clarté. Il faut des règles claires que chacun respecte. Mais quand on va trop loin dans cette exigence-là, eh bien, on court le risque... Moi, j'étais choquée lorsque j'ai entendu, il y a quelques mois, François de Rugy parler de récidiviste de l'absence à propos des parlementaires. Qui était et quand absent on l'a dans l'hémicycle, interrogé pour lui demander combien de parlementaires cela concernait-il, 2 parlementaires. Donc il a jeté au chien l'honneur de 575 députés qui font leur travail pour 2 parlementaires qui ne le faisaient pas. Donc vous voyez, moi je trouve que un président, il doit défendre l'institution qu'il préside et il doit revaloriser le travail parlementaire. Car dans cette maison, on travaille beaucoup, on travaille sérieusement, avec des opinions fort différentes en effet, mais il y a un vrai travail et une vraie utilité au travail parlementaire. Et vouloir en permanence réduire le pouvoir d'initiative des parlementaires, eh bien, c'est dire, au fond, ils ne servent pas à grand-chose. Je termine ce tour de table avec vous, Élodie Jacquier-Laforge, sur le bilan finalement. Qu'est-ce que vous gardez, vous, de François de Rugy, ces 16 derniers mois ici à l'Assemblée ? Eh bien, c'est ce que j'ai évoqué, ces groupes de travail qui ont abouti de façon concrète. On a vu l'IRFM, donc l'indemnité représentative. Pour vous, c'est allé assez loin ? Qui est devenu l'AFM, l'avance des frais de mandat. C'est de l'argent public, donc ça me paraît important que les Français sachent. Ça fait une grande réforme de l'Assemblée nationale ? Alors je dirais, non, c'est une réforme qui était nécessaire. Et puis c'était aussi important dès le démarrage de cette nouvelle mandature, de poser des choses. Alors, il y a eu aussi le système des retraites qui a été modifié. Il y a des éléments qui ont été mis en place et qui sont, pour moi, les premières bases et les premières étapes. Je pense effectivement qu'il faut aller beaucoup plus loin. Et j'espère effectivement que nous aurons un président qui nous permettra d'aller plus loin. Et comme je le disais, pourquoi ? C'est pas juste changer pour changer, c'est pas juste... Alors il y a cette révision constitutionnelle. Est-ce que le MoDem est tout à fait d'accord avec ce qui se dessine ? Bah écoutez, nous, on a effectivement, ça a été évoqué à plusieurs reprises, notre attachement effectivement à la proportionnelle, parce qu'on pense que c'est une façon de mieux représenter les Français. C'est pareil, c'est pas la question de dire, c'est pas une revendication ou une colère du MoDem. C'est pas ça, c'est qu'on pense que pour qu'il y ait une bonne représentation et il y a un renouvellement au sein de l'Assemblée nationale et que les Français se sentent réellement représentés, pour justement ne pas nourrir cet antiparlementarisme, c'est important qu'il y ait une dose de proportionnelle. La diminution du nombre de parlementaires, c'est à moyen constant. Donc c'est aussi donner... Anti-parlementarisme, Mathilde Panot. Et pour vous, Annie Genevard, je peux juste finir ma phrase quand même, parce que moi j'ai laissé mes collègues s'exprimer. C'est aussi leur donner plus de moyens. Il y a aussi des systèmes d'évaluation. Il faut aussi qu'on donne les moyens d'expertise technique aux parlementaires. Ça, c'est sur l'évaluation. Pourquoi ? Parce que face au gouvernement, si le Parlement n'a pas les moyens d'expertise et n'a pas accès aux données, n'a pas les moyens de contrôle et n'a pas suffisamment les outils pour pouvoir faire des propositions, je pense qu'on est déjà dans un système où on n'est pas égalité. Dernier mot, Annie Genevard. Oui, sur la réduction du nombre de parlementaires, vous savez, il y a fort à parier que ça ira à l'inverse de ce que la majorité souhaite. D'abord, il y a des pans entiers du territoire qui ne seront plus correctement représentés. Ensuite, ça va écraser la représentation des petites formations politiques. Vous verrez. Vous verrez que, en termes de représentativité, on y perdra.
Sauf si c'est Et on va avec de la s'arrêter là. proportionnelle. Merci, Mais on s'arrête là. mesdames, d'être venues débattre sur ce plateau. Annie Genevard, députée Les Républicains du Doubs, Élodie Jacquier-Laforge, députée MoDem de l'Isère, et Mathilde Panot, députée La France Insoumise du Val-de-Marne.